On a tous un lien particulier avec l'école, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans ce nouveau décryptage, on va se plonger au cœur d'une institution qui façonne notre société, le système éducatif français. L'idée, c'est d'analyser sa réalité fascinante, mais surtout de séparer son développement historique, qui est, on va le voir franchement spectaculaire, de son bilan réel quand on parle d'égalité. On va s'appuyer strictement sur les faits et sur les données pour comprendre comment l'école a muté au fil du temps et quels sont ses vrais défis systémiques aujourd'hui. Allez, c'est parti. Au programme de cette analyse, on commence par la double mission de l'école, ensuite l'explosion scolaire en chiffres, on fera un arrêt sur image sur le match entre massification et démocratisation, et on terminera par la dure réalité de l'inégalité des chances aujourd'hui. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, instruire et protéger. Pour bien comprendre où va le système, il faut d'abord regarder ce qu'on lui demande officiellement de faire, sa ligne directrice. Et ça, c'est résumé de manière super percutante dans la circulaire pour l'année scolaire 2026-2027, ainsi que dans les déclarations ministérielles de mai 2025. Ça tient en deux verbes tout simples. Instruire et protéger. D'un côté, la transmission, avec une priorité absolue donnée aujourd'hui au langage et au raisonnement scientifique, et de l'autre, protéger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est offrir aux élèves un cadre ultra serein, c'est faire respecter l'autorité et les valeurs de la République, tout en recréant un vrai lien de confiance avec les familles. Bref, c'est un cadre où la civilité et la sécurité sont des prérequis non négociables pour que l'apprentissage puisse tout simplement avoir lieu. Mais attention, ce mandat moderne ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans un héritage très profond qui nous vient directement de la Troisième République. L'école républicaine avait pour rôle explicite de forger de futurs citoyens autonomes, imprégnés d'une culture commune. Le but ultime, faire des individus libres, égaux et fraternels. Et quand on y pense, c'était un changement littéralement radical. Avant le 19e siècle, le collège, c'était un club très privé. C'était un privilège exclusif réservé aux garçons de la noblesse ou de la bourgeoisie. Les grandes lois scolaires ont opéré une bascule historique monumentale en rendant l'école obligatoire et gratuite. C'est là que naît la fameuse promesse d'égalité. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, l'explosion scolaire en chiffres. Une période historique fascinante. Alors, comment est-ce que ces beaux idéaux ont fini par déclencher une croissance aussi spectaculaire? Ce n'était pas un accident, c'était le fruit de choix politiques et légaux très délibérés. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a enclenché un lent processus d'unification. Il y a eu des étapes décisives, les réformes Fouché-Capel en 1963, puis la fameuse réforme Abi en 1975 qui vient standardiser l'éducation avec le collège unique. Et puis, boum, 1985. Une loi vient fixer un objectif incroyable pour l'époque, amener 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. L'objectif était clair, allonger la scolarité pour absolument tout le monde. Et pour bien réaliser l'ampleur du phénomène, écoutez cette anecdote. Dans les années 70, le système grandissait tellement vite qu'on construisait un nouveau collège chaque jour. Oui, un nouveau collège par jour. C'est complètement fou, non? Ça capture parfaitement l'explosion physique et démographique de l'époque. Entre le début des années 60 et le milieu des années 70, le nombre d'élèves scolarisés au collège a triplé. On est passé d'un peu plus d'1 million à 3 millions d'élèves. Imaginez la logistique colossale qu'il a fallu déployer. Et cette explosion, on la voit de manière éclatante si on regarde l'accès au baccalauréat. En 1950, le bac, c'était un sésame rarissime. On parle de seulement 5% des gens qui décrochaient ce diplôme. Au milieu des années 80, on grimpe déjà à 30%. Et aujourd'hui, grâce au développement des filières technologiques et professionnelles, le fameux cap des 80% est frôlé. On a ouvert les portes de l'enseignement supérieur à un pan entier de la population. Et pour donner le chiffre le plus récent, le taux de réussite pour la session 2025 du baccalauréat s'élève à 91,8%. C'est un chiffre astronomique. Donc, si on s'en tient à une lecture purement mathématique, c'est un triomphe absolu. La promesse de garder les jeunes à l'école plus longtemps a été tenue haut la main. Évidemment, ce boom massif dans le secondaire a eu un effet domino direct sur l'enseignement supérieur. Les universités et les grandes écoles ont dû absorber ce flux gigantesque. Selon les données récentes d'Edustat et d'Uninata, la France a délivré la bagatelle de 785 000 diplômes du supérieur rien qu'en 2025. C'est une armée de travailleurs hautement qualifiés qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Mais c'est précisément là qu'on arrive à un tournant décisif de notre analyse. Troisième partie, le match entre massification et démocratisation. Tous ces chiffres qu'on vient de voir, ils sont impressionnants, c'est sûr. Mais il faut se poser la vraie question. Est-ce que la massification, c'est synonyme de démocratisation? Est-ce que le simple fait d'accueillir plus d'élèves dans les classes et de distribuer plus de diplômes veut automatiquement dire que le système est devenu plus juste pour tout le monde? C'est le moment de prendre un peu de recul.
En sociologie, c'est absolument crucial de bien séparer ces deux idées. La massification, c'est ce qu'on vient de lister. L'accroissement purement quantitatif, l'allongement de la durée d'études, donner plus de diplômes au plus grand nombre. La démocratisation, en revanche, c'est purement qualitatif. C'est l'égalité réelle des chances d'accès, et ce, quelle que soit l'origine sociale de l'élève. Faire entrer plus d'élèves dans un bâtiment scolaire, ce n'est pas du tout la même chose que de leur offrir une opportunité véritablement égale de mobilité sociale ascendante. La nuance est énorme. Et cette nuance nous plonge directement dans notre quatrième et dernière partie, la dure réalité de l'inégalité des chances aujourd'hui. Quand on applique cette distinction à notre système actuel, les failles apparaissent très clairement. Oui, l'accès global a explosé, tout le monde est à l'école. Mais, une fois à l'intérieur, les parcours réels restent profondément divisés par les classes sociales. C'est frappant, les enfants des classes populaires sont sous-représentés dans les lycées généraux et technologiques, alors qu'à l'inverse, ils sont massivement surreprésentés dans les lycées professionnels. Les portes de l'école sont ouvertes, certes, mais tout le monde n'emprunte pas le même couloir. Et malheureusement, les données internationales viennent enfoncer le clou. Selon l'OCDE et les fameuses données PISA, la France figure parmi les mauvais élèves des pays développés en matière d'égalité. Les chiffres montrent que l'origine sociale dicte encore très fortement la trajectoire éducative. En clair, le système actuel échoue à compenser les inégalités de naissance. Quand un enfant naît dans un milieu défavorisé, l'institution peine terriblement à effacer ce désavantage de départ par rapport à un enfant d'un milieu privilégié. La fameuse démocratisation dont on parlait tout à l'heure, elle est encore inachevée. Mais le but n'est pas de rester sur un constat d'échec amer. Le matériel source que nous analysons conclut avec un message très fort. Il faut refuser le fatalisme. La bataille du plus est gagnée, la massification est là. Maintenant, la clé se trouve dans le mieux. C'est un appel à remettre la juste exigence au cœur même de l'enseignement pour garantir que la qualité de l'instruction devienne enfin équitable. Ce qui nous laisse avec une réflexion fondamentale pour l'avenir. L'école a réussi son pari quantitatif historique. Mais comment doit-elle évoluer, structurellement et pédagogiquement, pour s'assurer que cet allongement de la scolarité se traduise enfin par une société véritablement plus juste? Comment transforme-t-on une massification réussie en une vraie démocratisation? C'est le défi de demain et il mérite toute notre attention. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de notre système éducatif. C'est vital de continuer à décrypter les institutions qui nous entourent.